Nous allons du côté de l'opposition officielle pour un deuxième bloc d'échange d'une durée de 18 minutes. Monsieur le député de Saint-Jean, à vous la parole. Merci, Monsieur le Président. Je veux aborder la SPLI, la stratégie des partenaires de lutte en itinérance. Dans le cahier des crédits des questions de l'opposition officielle 419, nous abordons justement, on veut savoir un état de situation sur le renouvellement de la SPLI et les conditions qui seront imposées par le gouvernement fédéral en ce qui a trait au modèle logement d'abord. Et on nous dit, bon, de voir à la réponse à la question 421. Fait que là, on s'en va à la page, quelques pages suivantes, question 421, où on demande un état, une analyse d'impact sur la nouvelle SPLI, sur les organismes québécois qui luttent contre l'itinérance. Et la réponse qu'on nous donne, aucune étude ou analyse d'impact n'a été réalisée à ce jour. Donc, je vais tenter d'avoir une réponse en posant la question directement. En même temps, c'est peut-être une bonne chose, Monsieur le Président, parce que si la ministre qui le dit, ça veut dire que c'est officiel, parce que quand la ministre parle, c'est la volonté du gouvernement. Donc, dans le budget de mars 2017, le gouvernement fédéral a octroyé 2 milliards de dollars sur 10 ans pour la SPLI, donc la stratégie des partenaires de lutte en itinérance. Et ce qui reste à connaître, c'est savoir comment on va orienter les fonds et aussi la part du Québec. Donc, la ministre a depuis sûrement eu des discussions avec son monologue, c'est vis-à-vis au gouvernement fédéral, à savoir combien le Québec recevra de cet investissement-là. Et d'autant plus que Madame la sous-ministre Jobin, qui était au colloque national sur l'itinérance, où j'étais aussi présent, a mentionné à ce moment-là qu'il y allait avoir une consultation sur la nouvelle SPLI. Donc, sûrement que cette consultation-là, depuis octobre dernier, a débuté. Donc, sûrement que le gouvernement du Québec est plus fort du consensus québécois suite à cette consultation-là dans leurs revendications du gouvernement fédéral pour obtenir la juste part du Québec et que le Québec puisse décider de l'argent qu'il pourra allouer avec une souplesse, en fonction des réels besoins du Québec, plutôt que des choix du gouvernement fédéral, quand on sait que c'est quand même une juridiction forte du Québec, l'aide aux personnes les plus vulnérables de notre société. Donc, tout d'abord, quels sont les résultats de cette consultation-là? Quelles sont les discussions avec le gouvernement fédéral, à savoir la part du Québec, et est-ce qu'on peut compter sur une souplesse dans l'attribution de ces sommes-là en fonction du modèle québécois et non pas du modèle canadien? Merci, Monsieur le député de Saint-Jean. Madame la ministre. Alors, effectivement, Monsieur le Président, c'est un bon programme. Je vais dire bien amicalement au député de Saint-Jean que je n'adhère pas à sa philosophie de dire oui, c'est notre juridiction, mais c'est pour ça que l'argent, pas les argents, mais l'argent que transfère le fédéral passe par le gouvernement du Québec. Et c'est pour ça que nous faisons des consultations. La stratégie de partenariat de lutte à l'itinérance, c'est toujours discuté avec le gouvernement du Québec. Ça ne tombe pas comme ça, là. Et je veux vous dire que j'ai le goût de dire, bien, tant mieux qu'on a ça de plus parce que c'est un investissement additionnel depuis mars 2016 de 17 millions qui s'est ajouté aux 97 millions, bref, aux 98 millions que le fédéral nous accordait déjà dans le cadre de la SPLI. SPLI, c'est la stratégie de partenariat de lutte à l'itinérance et ça a permis de financer donc 284 projets. Et ce que j'en sais, c'est qu'il y a eu des négociations. Il y a des négociations qui sont prévues pour préparer le prochain SPLI de 2019-2028. Et ces négociations-là vont se tenir au cours de l'hiver et du printemps 2018. On est pas mal dedans, là. Et on a des négociations en cours et dans le but de bien comprendre et de connaître les préoccupations de tous et chacun, oui, effectivement, il y a eu des consultations à l'hiver 2018 et on a rencontré les établissements de santé et services sociaux qui s'occupent beaucoup aussi de populations en itinérance en partenariat avec nos organismes communautaires. Et on a aussi
rencontré des regroupements d'organismes communautaires pour bien saisir leurs préoccupations. Comme je vous le disais, les établissements de santé et services sociaux. Et on a eu aussi des recommandations du milieu pour la suite des choses à venir pour la stratégie de partenariat. Et il y a, en juin 2018, c'est le début des négociations qui vont se commencer entre Canada et Québec sur ce montant de SPLI et la consultation appuyée. Nous, on va s'appuyer sur les consultations et les orientations que nous avons en matière d'itinérance, pour laquelle le Québec entend réclamer toujours sa juste part. Et vous vous souviendrez que le 17 millions venait combler la partie qui manquait, à mon sens, parce que ce qu'ils font dans la SPLI, ça ne tombe pas du ciel. Ça répond justement à la politique qui avait été faite sous votre gouvernement, d'ailleurs. Puis nous autres, on a fait le plan d'action par la suite. Puis je me souviens, quand je suis arrivée, tout le monde m'a dit que vous allez faire quoi avec la politique? Bien, la politique, que je sache, elle est là. On va continuer à partir de cette politique-là. Elle a été conçue avec le milieu, donc on ne va pas réinventer une autre politique, mais on va faire un plan d'action qui va découler de cette politique-là. Il y avait 5 axes, et c'est dans ce sens-là, sauf que le gouvernement de l'époque, au fédéral, n'avait pas augmenté le financement, ce qui faisait qu'il manquait des volets. Bon. Alors, le gouvernement fédéral d'aujourd'hui a augmenté de 17 millions le financement, ce qui nous permet d'avoir un financement qui répond aux 5 axes. Mais ceci étant dit, nous avons consulté pour répondre à votre question et nous aurons des négociations avec le gouvernement fédéral et qui vont aller dans le sens de nos orientations au Québec. Et les 5 orientations sont le logement, les services de santé, services sociaux, le revenu, l'éducation et l'insertion sociale et l'insertion socio-professionnelle, surtout la cohabitation sociale et les enjeux de judiciarisation. Vous vous souvenez sûrement de tout ça. Alors, tout ça va être mis sur la table. Les négociations vont commencer en juin. Et sachez que nous allons défendre les intérêts des Québécois là-dedans parce que, ultimement, ce qu'on veut, c'est protéger ces populations itinérantes-là qui ont besoin de notre accompagnement. Merci, Mme la ministre. Monsieur le député de Saint-Jean. Donc, de ce que je comprends des propos de la ministre, les négociations entre le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada vont débuter en juin prochain. À la table de négociation, si on peut appeler ça ainsi, le gouvernement du Québec va demander sa juste part. Je suppose que la juste part signifie en fonction du poids du Québec dans le Canada et selon le nombre de personnes qu'on a à desservir. Et aussi, et surtout, de ce que j'ai compris de la ministre, selon l'approche globale de lutte à l'itinérance, dans le cadre et dans la même orientation que la politique sur l'itinérance et le plan d'action qui en découle. C'est ce que j'ai compris. Tout à fait. Ce qu'on cherche à faire, c'est prévenir et réduire l'itinérance. Si on peut empêcher des gens de tomber en situation d'itinérance, c'est ce qu'on cherche à faire, mais réduire l'itinérance. Puis c'est pas une mince affaire, vous le savez, on travaille fort là-dessus, mais oui, ça va répondre à la politique, mais au plan d'action qu'on s'est donné qui découle de la politique. Oui. Et j'ai compris, M. le Président, que l'argent que le gouvernement du Québec ira chercher dans la juste part du montant du fédéral ne sera pas soustrait de tout investissement du gouvernement du Québec. Non. Ce sera quelque chose qui va s'additionner à ce que le Québec fait et doit faire. Tout à fait. Comme par le passé, si vous vous souvenez bien, on a augmenté les budgets parce qu'à mon arrivée, il y avait, si ma mémoire est bonne, là, puis j'y vais de mémoire, là, je ne veux pas me tromper, mais je pense qu'il y avait 8,1 millions. Puis dès mon arrivée, quand on a fait le plan d'action, on a ajouté 4, je ne veux pas vous mentir, 4, quelque chose. Là. Alors, de ça, quand on a eu la stratégie de partenariat, c'était pas pour réduire ce qu'on investissait. Au contraire, ça s'ajoutait aux investissements que le gouvernement du Québec, parce que tout ce qu'on peut faire pour réduire l'itinérance et la prévenir, il faut le faire. Okay. Merci, M. le Président. Sur un autre sujet, bien, je souhaite un meilleur des chances au gouvernement pour négocier, d'autant plus qu'il est fort de 2 motions unanimes de l'Assemblée nationale dans ces négociations. J'aimerais aborder la question de la contribution financière au placement en lien avec la protection de la jeunesse. J'avais eu l'occasion de questionner la ministre l'année dernière lors de l'étude des crédits et lors de l'étude du projet de loi 99 sur cet enjeu.
Un enfant qui est confié à la protection de la jeunesse, il y a une contribution parentale, là, du moins une contribution financière au placement là, que les parents doivent faire, qui est en fonction de leurs revenus, etc. On a posé quelques questions dans les questions particulières à l'opposition, de l'opposition officielle. On a eu un certain nombre d'éléments de réponse qui, somme toute, sont très intéressantes quand même, on doit le dire, Monsieur le Président, mais j'aimerais aborder plus spécifiquement la question des enfants et des parents, donc de leurs parents, qui sont au centre de réadaptation Marie-Enfant, qui découle de Sainte-Justine, parce que dans leur situation, les enfants sont considérés comme placés à la protection de la jeunesse, mais dans les faits, ce n'est pas par choix, quoique la protection de la jeunesse, c'est rarement par choix. Ce n'est pas en raison de gestes, d'actions ou de non-actions posées par les parents à l'endroit de leur enfant. C'est parce que leurs enfants ont une maladie tellement grave qu'ils doivent être placés dans ce centre-là, au centre de la réadap Marie-Enfant. Mais pourtant, leurs parents doivent eux aussi assumer la contribution financière au placement, malgré le fait que pour un certain nombre et un grand nombre de ces parents, même s'ils ne sont pas nombreux, ces enfants-là, au centre réadap Marie-Enfant, un certain nombre ne peuvent pas travailler parce qu'ils doivent aller s'occuper de leurs enfants, passer des journées avec eux. Le transport, ils n'habitent pas tous à Montréal ou sur l'île de Montréal. Les stationnements, etc., etc. Donc, ils ont des dépenses liées pour aller voir leurs enfants. Ça a déjà passé dans un certain nombre de médias. La protectrice du citoyen a fait un rapport sur cette question-là. Dans les documents, dans les réponses qu'on a reçues de la part du ministère, et je vais citer, Monsieur le Président, « Les propositions d'orientation sont complétées, différentes options sont envisagées et conduiront à une refonte majeure de la contribution. L'option privilégiée est l'abolition de la contribution financière au placement. Les travaux se poursuivent pour documenter les effets de cette abolition. L'arrimage avec les programmes de soutien à la famille et certains enjeux ont été soulevés. » Donc, ma question, Monsieur le Président, si la réflexion est faite et que l'option qui est privilégiée est l'abolition de la contribution financière au placement, est-ce que la ministre peut prendre l'engagement dans les prochains jours d'abolir la contribution financière au placement c'est ce qui est écrit, mais notamment pour les parents des enfants malades au centre de réadap Marie-Vincent? Merci, M. le député. Madame la ministre. Bien, Monsieur le Président, c'est un sujet... on ne peut pas rester insensible à ce sujet-là, là, quand on a un enfant handicapé lourdement, ou en tout cas handicapé tout court, ou qui a besoin de soins, qui nécessite des soins. C'est quelque chose qui touche à peu près tout le monde. Et j'entends le député de Saint-Jean là, sur la question de la contribution au placement d'un enfant. Et le principe de base, puis je ne veux pas que vous gardiez ça en tête dans le sens où on va se fier juste à ça, là. Le principe de base, c'est que tous les parents au Québec ont la responsabilité d'assurer le gîte et le couvert à leur enfant, peu importe la situation de ceux-ci. Là, c'est froid, là. Ça a l'air, à la limite, quasiment sans cœur, là. Je vous le dis, mais c'est le principe de base qui est dans toutes les orientations gouvernementales. Et dans toutes les ressources, les parents doivent contribuer financièrement à assurer le gîte couvert à leur enfant, à l'instar de tous les parents du Québec. Une fois que je vous ai dit ça, il faut que je vous dise aussi que pour des gens moins fortunés, la contribution peut être aussi basse que 20 $ par mois. Mais ça ne règle pas la situation. Je vous entends, là, puis mais je me dois de faire cette mise en contexte-là et vous dire qu'il y a des travaux en cours actuellement et on étudie comment on peut optimiser le programme de contribution financière au placement pour qu'il en coûte le moins cher possible aux familles. C'est sûr que c'est quelque chose qui nous préoccupe et nous travaillons en étroite collaboration avec le ministère des Finances, le ministère de la Famille, Retraite Québec pour statuer sur les orientations en regard de la contribution au placement et on a les orientations sont terminées. Il y a une approche privilégiée qui est l'abolition. On va continuer pour voir les effets et ça prend avec
C'est ça. Alors, excusez-moi, Monsieur le Président, et les orientations qui devaient être statuées, vous l'avez dit vous-même tantôt dans votre question, qu'ils ont été statuées, et l'option privilégiée, c'est l'abolition de cette contribution financière des parents. Et ce que je peux vous dire, c'est que les travaux se poursuivent pour documenter les effets de cette abolition-là, parce qu'il faut voir plus large. Mais on est vraiment... on a une attention particulière à cette situation-là, je vais vous le dire, là, parce que c'est pas comme... il faut y penser correctement, puis il faut pas le... Ce qu'il faut faire, c'est un règlement, première chose. Fait que je peux pas m'engager aujourd'hui, mais je veux juste vous dire qu'on a une attention particulière à cette contribution financière-là des parents parce que on veut faire l'arrimage avec les programmes de soutien aux familles, puis il y a des enjeux qui ont été soulevés. On veut juste s'assurer qu'on va faire les choses correctement pour ne pas être obligé de revenir puis de tout rechanger, mais c'est certainement quelque chose qui est dans notre lorgnette et qui va... Qui nécessite notre attention. Là, les travaux se poursuivent, mais ça ne durera pas éternellement. C'est ça que je veux dire. Merci, M. le député de Saint-Jean. 1 minute 45. Merci, M. le Président. Je comprends la réponse de la ministre. Puis je comprends que ça peut être un enjeu assez important, puis il faut regarder tous les aspects. Mais pour la protection de la jeunesse, c'est une chose. Mais là, on parle pour les enfants au centre de réadaptation Marie-Vincent. On parle d'une vingtaine d'enfants seulement. Ces enfants-là, s'ils étaient à Sainte-Justine, pardonnez-moi? Marie-Enfant. Marie-Enfant, oui. J'ai fait le même lapsus que vous. S'ils étaient à Sainte-Justine, ils n'auraient pas à payer cette contribution parce que les enfants seraient hospitalisés à Sainte-Justine. Mais parce qu'ils sont au centre de réadaptation Marie-Enfant, ils ont à payer cette contribution. Donc, je comprends ce que la ministre me dit, mais dans un premier temps ou rapidement, d'avoir... je sais que quand la ministre prend un enjeu et à cœur, elle le livre. Dans ce cas-ci, je crois que pour ces enfants-là, on ne parle pas de beaucoup d'enfants au Québec. Ce n'est pas ça qui va mettre en faillite le gouvernement. Mais pour ces parents-là, ça a un enjeu financier important, en plus de la douleur et de la tristesse de voir leur enfant qui, malheureusement, est sur le point de la mort, là, ces enfants-là, malheureusement. Là. Madame la ministre, et le reste de votre réponse va être pris sur le temps de Oui, puis je vais faire vite, mais je pense qu'on s'entend qu'on est tous préoccupés par cette situation-là, mais je veux juste dire aux députés de Saint-Jean que même s'il y a transfert à Sainte-Justine, Sainte-Justine, c'est pour des soins. C'est pas pour de l'hébergement à long terme, alors que Marie-Enfant, c'est pour de l'hébergement à long terme. Alors, il faut prendre la bonne décision. Je suis pas moins préoccupée, là. Je suis pas en train de vous dire que ça me préoccupe pas. Mais vous comprenez que la décision qu'on va prendre là va s'appliquer ailleurs éventuellement. Il faut voir toute l'incidence de ça, parce que là, il y a 20 places. Mais il y a d'autres endroits dans le Québec, probablement, qu'il va falloir considérer aussi. C'est tout ça qu'il faut regarder. Et je ne vous dis pas qu'on ne le regarde pas parce que c'est quelque chose qui me préoccupe. Mais on peut pas. Ce que je veux juste vous dire en terminant, c'est qu'on ne peut pas faire la comparaison avec Sainte-Justine, parce que Sainte-Justine est là pour des soins temporaires, c'est santé, services sociaux. C'est pas de l'hébergement long terme comme Marie-Enfant, c'est de l'hospitalisation. Excusez, j'ai comme pris le langage du ministère de la Santé. C'est de l'hospitalisation et c'est pas de l'hébergement long terme, mais je vous le dis, là, c'est quelque chose qu'on regarde attentivement parce que si c'était nous, c'est toujours ça que je me dis, si c'était moi. Merci, Madame la ministre. Ça met un terme à ce deuxième bloc d'échange avec l'opposition officielle.